Sud Radio, il est 9h10, c'est le petit déj de l'actu. Alors ce matin, on revient sur les risques de coupure d'énergie de cet hiver, l'enjeu pour le pouvoir d'achat des Français. Alors il existe peut-être une solution parmi d'autres, évidemment, à la rénovation énergétique. On va en parler tout de suite avec Vincent Furer, qui est président fondateur de Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent Furer. Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, nous rejoindra dans un instant pour débattre de ce sujet. On est en plein dans l'actualité avec le plan de sobriété énergétique annoncé la semaine dernière par Emmanuel Macron, relancé aussi par le gouvernement qui en parle. On a aussi ce projet de loi pouvoir d'achat. On voit que ça divise beaucoup la classe politique. Concrètement, pour faire un premier constat déjà, au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que le bilan est suffisant ou pas de ce qu'on a fait ces dernières années en ce qui concerne la rénovation énergétique? On sait que ça fait beaucoup réagir. Alors, on a du retard. On a du retard. C'est un petit peu français aussi. On a bien le constat, ça c'est sûr. On l'a. Quand on se compare à la Suède, par exemple, qui est le meilleur élève, qui ont commencé les rénovations dans les années, on va dire 90. Nous, on a pris conscience de cela plutôt il y a 4-5 ans, on va dire, et on a l'accepte. 20 ans de retard, quoi. On peut résumer ça comme ça. Ce qui est important déjà, c'est la prise de conscience. Après, la prise de conscience fait que du coup, on sent des tensions aujourd'hui au niveau politique, au niveau décision, qui font que on est toujours dans l'urgence, et donc du coup, plein de solutions arrivent, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Mais la volonté est là. Mais on a quand même beaucoup de retard, ce qui fait que du coup, on est sous pression. Voilà. Et les gens sont sous pression aussi, les propriétaires sont sous pression. En un mot, pourquoi ce retard? C'est une prise de conscience qui est venue plus tardivement, finalement, chez nous? C'est une prise de conscience qui est venue plus tardivement, et aussi c'est peut-être une volonté politique qui a mis du temps à émerger. C'est un problème de budget aussi, peut-être, non? Et bien entendu, toujours une question de budget. Christine Lecomte nous a rejoint, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, puisque justement vous avez beaucoup évoqué ce sujet-là aussi de la rénovation énergétique. On parlait à l'instant avec Vincent Furer, on faisait un petit constat du retard qui avait été pris par la France. Pour quelles raisons vous avancez justement à ce retard? C'est une prise de conscience aussi qui a tardé finalement sur cette question-là, ou alors on a laissé un petit peu traîner les choses Bon, c'est une prise de conscience tardive parce que en fait c'est moins facile de rénover que de construire du neuf et de s'étaler dans la campagne. Donc faire en fait des maisons en parpaing, c'est plus compliqué que de diagnostiquer un bâtiment et de le rénover et d'y faire attention. Et même c'est plus facile de démolir et de construire du neuf. Donc finalement on n'a pas fait du tout attention aux 66% de déchets qui sont générés par le BTP et les infrastructures tous les ans en France, beaucoup plus que monsieur et madame qui jettent mal dans leurs poubelles. Alors justement, il y a des solutions, comme vous, comme ce que vous faites, Vincent Furer, chez Valerty. C'est le rehaussement d'immeubles. Alors expliquez-nous justement en quoi ça peut aider à la rénovation des bâtiments. Justement, ma vision, mon idée pour aider à cette rénovation énergétique des copropriétés ou des bâtiments existants, en évitant bien sûr la démolition, c'est d'introduire cette notion de surélévation de l'existant via des procédés constructifs aussi bio, construction en bois, qui intègrent la rénovation du bâti existant. Et pour pallier à deux sujets aussi, au sujet financier, on en parlait, qui permet, si vous voulez, ce type d'opération permet via l'économie privée de financer ce système de rénovation. Et donc l'économie publique, on va dire, peut être fléchée sur d'autres copropriétés, d'autres bâtiments qui n'ont pas cette opportunité-là. C'est facile à mettre en place, ça? Non, c'est complexe. Alors c'est complexe. Alors c'est complexe au niveau administratif déjà. J'imagine, voilà. Au niveau des autorisations, au niveau des permis de construire. Mais ça prend du temps. Et après, au niveau technique, bien entendu, c'est plus compliqué. Bien entendu, ça coûte plus cher que démolir un bâtiment. Donc, et ça nécessite, il y a plus de surprises également dans la rénovation. Donc, ça nécessite une prise de risque plus importante. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dans l'aventure. Vous disiez, Christine Lecomte, parce que vous avez notamment publié une tribune justement pour expliquer un petit peu quelles solutions on pouvait mettre en place. Et vous parliez aussi notamment sur cette question-là qu'il n'y avait pas de perspective globale. On n'a pas eu jusqu'à présent de perspective globale sur cette rénovation énergétique. Pas suffisamment peut-être. Non. C'est un des enjeux aussi ou pas? On a une culture assez monogeste, c'est-à-dire qu'on pense passoire thermique, j'appelle le chauffagiste et je change ma chaudière. Et
d'ailleurs l'État donne des aides pour changer la chaudière. L'isolation à 1 €. Mais on n'est pas sûr que sur le bâtiment que vous avez, ça soit forcément cette isolation qu'il faille faire en priorité, ou que ça soit les fenêtres qu'il faille changer. En fait, pour ça, il faut diagnostiquer, il faut regarder en amont pour faire les meilleurs gestes. Il y avoir des contrôles aussi là-dessus. Voilà. Et en fait, cet esprit global, d'ailleurs, monsieur doit faire un diagnostic du bâtiment avant de surélever. Oui, c'est ce que vous faites, Vincent Fureur. Et ça, on est obligé de le faire par des professionnels, parce que en fait, c'est comme quand on est un chirurgien, si on fait pas un diagnostic sur la personne qu'on va opérer, et c'est pas la même chose sur un enfant et sur une personne âgée, on peut se planter. Donc, on a vraiment un vrai besoin de rénovation globale. Et d'ailleurs, le confort d'été et les passoires thermiques, c'est pas forcément les mêmes choses les mêmes gestes qu'on doit effectuer. C'est-à-dire concrètement, rentrez dans le détail. Concrètement, si vous allez voir votre chauffagiste et que vous changez votre chaudière, vous allez peut-être baisser votre facture d'électricité l'hiver, mais par contre, ça va pas vous aider à adapter votre maison en temps de canicule. Alors aujourd'hui, on sait que une rénovation bien faite, c'est les deux. Et Vincent Fureur, justement, quand vous rénovez ces immeubles que vous allez surélever, est-ce que vous pensez, forcément, à l'hiver et à l'été, puisque c'est effectivement pas les mêmes choses? Oui, on l'intègre dès le départ. Dès le départ, voilà, dans le process et dans l'analyse du bâtiment. Et ce qu'on constate, en effet, c'est les deux grosses sources de déperdition, on va dire, énergétiques, qui sont la toiture. Alors bon, avec la surélévation, du coup, c'est plus ou moins réglé immédiatement. Et les façades. Et les deux pots, on va dire, qui font le lien entre la chaleur du bâtiment et la chaleur de l'extérieur, les fameuses la différence de température qu'on pourrait avoir. Et on se rend compte que ce n'est pas uniquement ces deux paramètres-là qui vont faire que le bâtiment en lui-même, dans sa totalité, va être moins énergivore. Il y a d'autres sujets, en effet, le chauffage, et plus de détails sur les ciseries, là, où il faut faire aussi un diagnostic assez précis, parce que c'est pas simplement mettre deux grosses rustines, c'est-à-dire la toiture et la façade, et c'est réglé, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Les huisseries, éventuellement voir les parties communes aussi, au niveau du sol, voir si le sol, il y a pas des déperditions dans le sol au niveau des sous-sols. Donc on peut aller loin dans les travaux de rénovation. Et vous, Christine, Lecomte, vous proposez justement concrètement un projet, un maire, un architecte, pour agir aussi sur ces rénovations. C'est surtout qu'en fait, quand on parle rénovation, on parle aussi des 3 millions de logements possibles vacants en France, dans toutes les villes moyennes et les petites villes, où on a des bâtiments qui sont en train de dépérir parce qu'ils ne sont pas habités. Et concrètement aujourd'hui, en plus de la rénovation thermique de ces bâtiments, on a une vraie réparation d'usage, c'est-à-dire comment on donne envie aux gens de venir habiter dans ces lieux, en faisant des pièces traversantes, lumineuses, en ayant des parties communes agréables. C'est-à-dire c'est tout un programme. Derrière la rénovation thermique, c'est aussi comment on donne envie aux gens de venir réhabiter les villes. Je rappelle pour nos auditeurs de Sud Radio qui nous rejoignent, Christine Lecomte, vous êtes présidente du Conseil national de l'ordre des architectes. Quand on parle de rénovation énergétique, forcément, il y a une question qui rentre en jeu aussi, qui est particulièrement importante aujourd'hui, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans le BTP, de matériaux aussi. Je vous en parle en tant qu'architecte, ça doit être un vrai problème, alors qu'il y a urgence justement à accélérer sans doute sur cette question de la rénovation énergétique du bâtiment. C'est un vrai sujet, surtout sur des matériaux, on va dire, essentiels aujourd'hui, qui sont le bois, les isolants biosourcés, qui sont des vrais gestes à poser. C'est pas simplement, excusez-moi du terme, mais couler du béton ou poser des parpaings. Donc ça demande en fait un vrai savoir-faire, en fait une revalorisation des métiers du bâtiment avec une vraie formation. Et là, il y a un énorme plan à faire, notamment par Bercy. Moi, je pense que dans les assises du bâtiment qui sont en train d'être montées par Bruno Le Maire, ça devrait être un point extrêmement fort, la formation, pour revaloriser ces métiers et donner vraiment une vraie notion de savoir-faire. Développer les filières locales, parce que monsieur parlait très justement d'utiliser d'autres types de matériaux, peut-être plus légers, plus agréables, qui ont des meilleures sensations de confort. Mais pour ça, il faut qu'on développe nos filières de matériaux régionales. C'est totalement faisable, mais il faut que l'État s'y mette fortement. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Fureur, que c'est aussi à l'État de mettre la main à la pâte, quoi? Oui, alors du moins éviter de bloquer ou de ralentir. Déjà, ça pourra aider la chose. Ensuite, en effet, ces filières-là, il y a la France, le béton et la France, il y a une relation particulière. Donc ces filières-là, il faut les mettre en avant au niveau du bois, et on a les capacités à le faire. On a les infrastructures qui peuvent être développées assez rapidement. On a les personnes qui sont motivées dans ces créneaux-là, dans ces chemins-là, qui souhaitent aussi développer leur activité. Donc après, il y a une volonté politique à mettre en place et
ça va prendre du temps. Ça, on n'a pas trop le temps, justement. Ouais, c'est ça le problème aussi. Oui, clairement. Écoutez, en tout cas, dans notre domaine, les architectes, ils sont prêts. Je veux dire, on a 21 écoles d'architecture nationale en France. Les diplômes aujourd'hui, c'est uniquement, quasiment que de la réhabilitation sur toutes ses formes, que ça soit la friche, le patrimoine médiéval, le patrimoine de la reconstruction, le patrimoine de 20e. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on se rend compte qu'on peut avoir autant d'imagination et de création et de donner de la poésie au lieu en réhabilitant. On n'a pas besoin de faire du neuf pour faire de l'architecture. Et ça, c'est aussi une idée reçue. J'ai envie de dire casser. Au contraire, presque. Mais complètement. Tout le monde connaît l'usine Lu à Nantes qui est transformée en lieu unique, la friche de la Belle de Mai. Et puis, il y a plein d'exemples aussi dans les habitations. Réhabilité aussi, toutes ces choses-là. Exactement. Et en fait, ça donne le lien de l'histoire aussi et le lien de l'histoire des lieux. Et donc, il faut positiver un peu cette rénovation thermique et se dire que c'est une solution agréable aussi. Voilà. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, ça fait une dizaine de minutes à peine qu'on débat ensemble, Christine Lecomte et Vincent Fureur. MaPrimeRénov'. Voilà, ça fait, c'est aussi important d'en parler parce que c'est aussi grâce à ça, via ça, qu'un certain nombre de Français vont pouvoir faire de la rénovation énergétique. Ça fait beaucoup débat, ça divise beaucoup, réussite ou échec. Vincent Fureur, pour vous, à ce sujet-là. C'est une réussite mitigée, on va dire. Ouais. Le geste est bon, la volonté est bonne aussi. Après, c'est la mise en œuvre qui est complexe parce que c'est très long. C'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir à des solutions alternatives avec de l'économie privée également, via des projets, des économies de projets comme des projets de surélévation, trouver des solutions qui permettent à des bâtiments de se rénover également avec l'économie privée et pas attendre que des aides publiques. Pas que l'aide publique, pas que l'économie publique d'une certaine façon. Voilà. Christine Lecomte, de votre côté. Alors, MaPrimeRénov', c'est bien, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, c'est monogestes et des gestes techniques. C'est-à-dire que on parle pas de rénovation globale. Une copropriété ou un particulier qui voudrait faire appel à un architecte et qui aurait raison, ou un thermicien ou quelqu'un en fait de la maîtrise d'œuvre pour avoir un avis global de diagnostic. En fait, les aides ne prennent pas en compte ça. Donc, on ne donne pas l'aide à la réflexion en amont pour savoir quel est le meilleur geste pour votre maison, ce qui est un peu dommage. Du développement, voilà, donc là il y a une première chose. La deuxième chose, et là je rejoins monsieur, c'est que on va être aussi obligé de passer à une autre échelle que l'échelle du bâtiment, et parfois il va falloir passer à l'échelle du quartier ou de l'îlot, et notamment en ville. Alors le quartier, ça peut être par exemple réfléchir à tout un lotissement et se dire comment est-ce que en densifiant ce lotissement légèrement, je parle pas de construire des immeubles au milieu des maisons, mais de donner la possibilité d'avoir du droit à bâtir travailler qui construit de la ville, par exemple en surélevant, en rajoutant une maison entre deux maisons, mais en le faisant dans l'esprit de construire une ville, construire un quartier. Ça peut être aussi ramener des activités. Là, on peut permettre d'avoir un peu plus d'argent, et c'est pareil pour la surélévation. Et aussi au niveau de l'îlot, parce qu'il y a des réflexions qui peuvent être faites sur des moyens d'améliorer les performances énergétiques à l'échelle d'un quartier ou d'un îlot. Par exemple, le photovoltaïque, la géothermie, etc. Vous intégrez ces nouvelles propositions, vous, justement, le photovoltaïque, etc., Vincent Fureur, dans vos surélévations? Alors, on essaie. Alors, à Paris, entre autres, on a une problématique aussi sur les toitures. Parce que j'ai eu le cas sur différents dossiers où, concrètement, je voulais faire des toitures végétalisées, mais on me disait que non, parce que c'est des toits de Paris, c'est des toits en zinc. Et donc on est face à des contradictions parfois architecturales, on va dire, et historiques des bâtiments qui font qu'on ne peut pas intégrer ces paradoxes. Voilà. Ça attire la chaleur, le zinc, on le sait. Oui, voilà. Ensuite, au niveau de l'îlot, en effet, je suis complètement d'accord. Et surtout aussi au niveau des espaces publics. Paris, tout à l'heure, je prenais le métro et je regardais, je me disais quand même, elle est visuellement, c'est une ville qui est très très grise. Et que ce soit au niveau des sols, au niveau des murs, au niveau des toits, on peut quand même rapporter un petit peu de verdure, de couleur un peu plus claire aussi. Et là, il y a un travail sur les espaces publics qui peut être fait assez rapidement, mais ça c'est une volonté politique. Alors on a parlé déjà au début de la question de la prise de conscience des Français, mais on pourrait peut-être inverser aussi la question en disant voilà qu'on a beaucoup de Français qui sont pour justement faire de la rénovation énergétique sur leur logement. Je crois même la majorité, effectivement, pour avoir un peu plus frais l'été, un peu plus chaud bien sûr au moment de l'hiver. On voit notamment à Toulouse la Maison de l'Énergie où il y a cette volonté de mettre à disposition des experts pour aiguiller, pour orienter justement
justement ces Français qui sont en attente. Comment ça se passe justement aujourd'hui au niveau de quand on est un Français, qu'on a besoin de renseignements pour faire de la rénovation énergétique, à qui on peut faire appel tout simplement? Ouais. Moi, je vais dire, faites appel déjà aux architectes, mais aussi aux espaces Info Énergie et aux CAUE, les conseils en architecture et en urbanisme, où il y a des conseils gratuits. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment les points essentiels. Ensuite, il faut pas se lancer, à mon avis, directement avec une entreprise qui ferait du monogeste. Ça serait la mauvaise idée. Il faut vraiment se renseigner, et c'est là où il y a encore des choses à faire. Alors, il y a ce fameux accompagnateur Rénov qui a été lancé, qui est en train d'être lancé par l'État. Moi, ce que j'aimerais quand même, c'est que ça soit vraiment rationalisé, que les Français sachent où est finalement l'orientation. Et puis, il y a quand même des professionnels qui sont formés par l'État. C'est-à-dire, l'État dépense quand même des finances publiques pour former ses architectes. Moi, je considère qu'à un moment donné, il faut mettre au travail ceux que l'État forme avec son argent directement sur le territoire. On a 30 000 architectes répartis dans toute la France. Il faut les mettre au travail sur ce sujet-là. Sans langue de bois, alors c'est pas un mauvais jeu de mots, mais quand vous voyez, vous regardez un petit peu, vous écoutez le débat politique, notamment en ce moment à l'Assemblée nationale, on voit finalement la polémique qu'il y a eu autour de l'échange un peu houleux entre ministre de l'économie Bruno Le Maire et Sandrine Rousseau sur cette question de la rénovation énergétique, notamment Vincent Fureur. Il montre pas l'exemple finalement, les politiques en ce moment. C'est ce que je. Ça fait du tort. C'est ce que je vous disais, oui, ça fait du tort, et on sent des tensions et des grandes phrases et des grandes tirades par rapport à l'urgence et par rapport au stress que la situation génère. Il y a du bon de chaque côté, mais il faut pas rentrer dans les extrêmes et dans des guéguerres de ce type-là, parce que déjà les premiers pénalisés sont les Français et les propriétaires. On a souvent tendance. Et aujourd'hui, les propriétaires le ressentent un petit peu comme ça aussi. Moi, je vois dans des discussions avec des copropriétaires, ils ont tendance à être la victime d'un système qui n'a pas anticipé, et du coup, c'est eux qui payent les pots cassés, et on leur met la pression quelque part, alors que ils en ont conscience depuis un moment, mais on les a pas forcément aidés. Donc, arriver derrière en mettant une pression, que ce soit sur les entreprises ou sur les propriétaires, il faut le faire de manière intelligente, je pense, et plutôt accompagné qu'oppressé, on va dire. Voilà. Christine Lecomte, sur cette question-là aussi, sur ces polémiques qu'on peut voir au niveau politique, est-ce qu'elle montre l'exemple ou pas, c'est ma question. Et puis au-delà de ça, est-ce qu'il montre l'exemple ou pas? Est-ce que ça fait du tort aussi par rapport à cette question-là? L'idéologie a l'air de primer au final, malheureusement. Ce qui m'interroge surtout, c'est la notion de cette interministérialité nécessaire pour avoir des changements. Aujourd'hui, on a un ministère de la transition écologique qui a un ministère délégué au logement et qui finalement ne gère pas les finances, alors que là, on est sur des questions qui sont en équilibre entre les deux. Et finalement, transversales, oui, et c'est à Bercy que se prennent les décisions. Quand vous rencontrez les conseillers de Bruno Le Maire sur la question, il faut faire preuve d'énormément de pédagogie, parce qu'il y a des métiers qu'ils ne connaissent pas, et c'est bien naturel. Donc en fait, nous, on essaye de travailler sur cette pédagogie d'interministérialité pour créer du lien et pour leur montrer qu'il y a des solutions qui sont faisables, mais qu'il faut pour cela qu'il y ait peut-être plus de liens entre ces ministères. On a beaucoup travaillé en silo avant, et aujourd'hui on ne peut plus travailler en silo, et donc effectivement nous on demande ça, qu'il y ait peut-être moins de silos. Alors là maintenant, au niveau de la première ministre, il va y avoir un conseiller spécial. J'espère et j'aspire à ce que lui puisse créer cette interministérialité pour que finalement les aides soient pas décidées d'un côté, ce qui peut parfois créer de la schizophrénie quand on a des aides, par exemple des prêts à taux zéro qui sont encore donnés pour l'étalement urbain, et d'un côté, et puis des aides pour revitaliser les centres-villes de l'autre. C'est deux politiques du logement totalement différentes et qui vont pas dans le même sens. Donc il faut qu'on arrive à avoir une forme de cohérence globale. Rénovation énergétique, ou en tout cas peut-être révolution, on l'aura compris, énergétique d'une certaine façon. On n'a pas le choix. Il faut y aller, il y a urgence. Merci beaucoup pour ce débat. Merci Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, et merci aussi Vincent Fureur, président fondateur de Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles. Très bonne journée à tous les deux, à bientôt.